Paris Musée regroupe les 14 musées de la ville de Paris, mais c'est avant tout un établissement public jeune, vu qu'il a été créé seulement en janvier 2013 pour justement cette gestion et cette rationalisation et cette modernisation des musées de la ville de Paris. Donc je vais passer relativement vite sur nos missions. Les 14 musées vont de l'archéologie à l'art contemporain avec une collection de plus d'1 million d'œuvres. Et je vais m'arrêter sur le numérique à Paris Musée. Vu que je suis en charge de ce numérique, appelé d'une manière assez désuète multimédia, on est dans les collectivités territoriales, on ne like tweet pas ça. Et donc, je suis en charge de vraiment tout ce qui est numérique dans les musées, donc aussi bien ce qu'on appelle médiation numérique que accompagnement à la visite, visibilité, communication, vraiment tout ce qui peut être numérique. Donc, et les outils pour tout ça sont les sites web, les réseaux sociaux, les applications, les dispositifs in situ, donc vraiment toute cette création digitale. Mon équipe est pour le moment assez restreinte vu qu'il y a 3 chargés de projet et un graphiste en alternance. Donc le positionnement du numérique est extrêmement intéressant à Paris Musée et lui donne une visibilité, une importance qui n'est pas chose commune dans les autres établissements publics, vu que l'on est regroupé au sein d'une direction au même niveau que la communication, le développement des publics et les partenariats mécénat. On m'a demandé ici de m'exprimer sur la médiation numérique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la médiation numérique ? J'ai pris ici la définition de Wikipédia, donc, qui est relativement bonne. Donc je vous laisse la lire. On est vraiment sur la relation entre le public et nos œuvres, le public, nos collections, le public et les valeurs des musées. Et pour vous donner un autre sens, j'aime beaucoup la traduction anglaise du mot médiation numérique. En anglais, on parle plus d'interprétation et d'outils d'interprétation numérique des collections. Donc, la médiation numérique. La médiation numérique, on parle beaucoup de 3 phases qui sont primordiales pour les musées. C'est le avant, pendant, après. Le avant, on est dans la préparation à la visite. On doit venir attraper le visiteur, l'intéresser aux collections, aux thématiques d'exposition, aux lieux. On a vraiment différents axes d'approche. Il faut bien savoir qu'en plus, le milieu culturel parisien est extrêmement concurrentiel. Vous savez qu'il y a des expositions plus que nombreuses, des blockbusters toutes les saisons. Donc cette phase avant est aussi bien importante pour la communication que pour la médiation, pour faire passer vraiment les propos des expositions, les propos des conservateurs. Ça peut prendre différentes formes. La plupart du temps, c'est vraiment du online pour pouvoir être diffusé et aussi bien en France qu'à l'international. Donc, on peut avoir des visites virtuelles, des MOOC pour vraiment tout de suite proposer un approfondissement de la thématique et attraper et faire passer les messages, et des collections en ligne pour faire découvrir les collections. Plus on diffuse de collections, aussi bien des qualités de notice que des images en HD, plus on crée une demande et une envie pour le visiteur de se déplacer dans nos musées. Donc cette phase en amont, une phase extrêmement importante qui est le pendant la visite. Au-delà des textes de salle, nous on fournit beaucoup d'outils numériques qui vont au fil de la visite expliquer les thématiques, expliquer les œuvres et vraiment accompagner grâce à un fil rouge tout du long de cette découverte. Donc bien sûr, vous connaissez tous ces applications de visite qui peuvent être plus ou moins innovantes. En ce moment, tout le monde, l'une des fortes tendances, c'est une automatisation pour délivrer le contenu, pour que le visiteur ait le moins d'actions à faire possible sur son smartphone. Donc il n'est pas à taper le numéro, ça c'est un petit peu vieux, on n'est plus dans un système d'audio-guide, mais qui n'est pas non plus à se repérer sur un plan d'une manière difficile, vu que souvent les musées sont dans des bâtiments historiques. Le deuxième point, c'est des dispositifs in situ qui vont venir scander la visite pour apporter, enrichir un propos d'une manière bien sûr aisée, avec une approche tactile qui est maintenant connue de tous, et pour accéder à ce contenu enrichi qui peut aller de vidéo à images, du son. De ce côté-là, il n'y a bien sûr aucune limite.
Et l'une des autres fortes tendances de la médiation pendant la visite est la personnalisation de la visite. Le temps du visiteur suivant un flux unique est bien fini, et donc maintenant le visiteur, en arrivant sur les lieux, veut, selon ses centres d'intérêt, selon la manière dont il aime visiter, selon le temps dont il dispose, avoir créé sa propre visite en arrivant in situ. Et bien sûr le après. Le après est extrêmement important, parce que si on arrive à créer une médiation après la visite, il y a bien sûr juste derrière cette médiation d'après un fort esprit marketing. Ça veut dire qu'on a vraiment réussi à intéresser un visiteur pour qu'il vienne approfondir sa visite, retrouver sa visite, et donc à partir de là éventuellement lui proposer d'autres choses. Nous allons nous intéresser à avant la visite. La médiation fonctionne par cible. On ne va pas parler aux enfants quand on va parler aux adultes, on ne va pas parler aux jeunes enfants quand on va parler aux adolescents. Donc je vous présente ici l'un des projets qu'on a mené sur 2013 et 2014, qui avait pour cible le jeune public. Du 6-11 ans. On sait bien qu'ils ne viennent pas au musée par eux-mêmes et qu'ils vont devoir venir avec leurs parents, mais on veut vraiment, avoir une éducation à l'art vraiment précoce pour leur donner cette attirance et cette envie d'aller au musée. Et bien sûr, ces outils sont accessibles sur tablette et sur ordinateur de chez soi, mais surtout ils sont présentés dans toutes les classes sur les temps aménagés dans les nouveaux rythmes éducatifs, dans toutes les classes primaires de la ville de Paris, et sont ensuite accompagnés de visites in situ. Donc à partir de là, bien sûr, c'est une fois que l'élève est allé in situ, on sait qu'il y a un fort potentiel, si ça s'est bien passé, pour qu'il demande à ses parents éventuellement d'y retourner. On a fait 2 produits. Muséosphère est un produit de visite virtuelle qui donc, d'une manière extrêmement classique, transpose le musée tel qu'il est dans les salles, donc avec différentes thématiques de visite. Vous voyez donc le graphisme est très adapté à cette cible, les termes employés aussi, il y a bien sûr un lexique, des œuvres en HD, tout ceci manipulé par un prof ou on imagine par les parents. La deuxième approche est une approche beaucoup plus ludique, avec ce Serious Game Mission Zygomar, qui propose aux jeunes élèves de poursuivre le méchant Zygomar qui a subtilisé des œuvres d'art dans les musées, parce qu'il considère que l'art n'est pas fait pour les enfants, et veut donc empêcher les enfants d'y accéder. Et donc on a ces 3 personnages, Gab, Hugo et Selim, qui partent à l'aventure et qui, selon différentes aventures, vont retrouver différentes œuvres d'art, et le tout avec quand même un propos pédagogique. Donc une aventure, c'est une thématique transverse à toutes nos collections. Donc on a fait portrait, Monstres et Dragons, écriture, Paris 1900 pour accompagner notre grosse exposition l'année dernière au Petit Palais, le paysage et les ateliers d'artistes. Donc avec un propos pédagogique basé sur l'observation et le jeu. Donc là on voit que Hugo regarde le fond d'un vase chinois et on lui demande donc à partir de la vraie retranscription d'aller replacer les motifs qu'il y a au centre sur la retranscription au fond. Une fois qu'il a fait, on lui explique que ça veut dire, on lui explique que l'écriture ça n'est pas que l'écriture française et qu'on peut aller jusqu'aux idéogrammes. Donc voilà pour ce qui était avant la visite, avec un exemple bien précis et une cible bien précise de ce que l'on peut faire à l'heure actuelle dans les musées. Pour pendant la visite, je vais vous citer 3 exemples, dont 2 exemples sont sur l'automatisation pour délivrer le contenu aux visiteurs. Donc on a fait une expérimentation pour notre exposition Paris 1900 de l'année dernière, où on a utilisé une technologie coréenne basée sur des ultrasons. Inaudibles pour l'oreille humaine, mais qui peuvent être captés par tous les micros des smartphones, ce qui fait que quand le visiteur passe devant une petite enceinte qui est positionnée à côté des œuvres commentées, le contenu est automatiquement délivré dans ses oreilles. Donc
Là, bien sûr, il y a tout un aspect scénographique et positionnement des enceintes qui est très important, mais pour des expositions comme celle-ci, on peut se permettre des choses compliquées. Deuxième point, ce sont les e-beacons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on l'utilise sur beaucoup de produits, aussi bien des magasins, des gares que donc la culture, où là aussi, donc, on aide le visiteur à se positionner dans les salles, et à partir de là, donc, il sait où il est, donc il peut aller choisir l'œuvre commentée dans la salle qui va l'intéresser. Troisième point, la personnalisation de la visite. Donc là, c'est ce que l'on vient de mettre en place dans un de nos musées, qui est le musée Cernuschi. On est dans le hall d'accueil du musée, la table multitouch est positionnée là, le visiteur arrive, il a différents critères préétablis, selon qu'il est seul, qu'il visite avec des enfants, qu'il ait 2 heures de temps, une demi-heure sur une pause déjeuner, pour avoir une visite préconçue par les conservateurs, ou sinon il peut accéder à tous les chefs-d'œuvre du musée, les mettre dans un panier, et à partir de là, il télécharge tout ça sur son smartphone et a donc son parcours de visite et tous les commentaires associés aux œuvres qui vont l'intéresser. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez innovant, vu que cette préparation à la visite, jusqu'à présent, avait été mise en place qu'aux États-Unis, dont un musée à Cleveland avec son expérimentation, la Gallery One, dont vous avez peut-être entendu parler. Les tendances actuelles de cette médiation sont, comme je vous disais, les MOOC dans les musées vont beaucoup se développer. Le Grand Palais, qui est quand même l'une des institutions les plus riches de la culture, investit beaucoup là-dessus avec Orange. Nous, l'année prochaine, on va commencer à faire des MOOC, mais sur des petits musées, vu que les thématiques sont tout aussi intéressantes et vont pouvoir donner de grosses visibilités, comme par exemple à la maison Victor Hugo. Une autre tendance, c'est la gamification. On a vu que nous, on avait déjà lancé un Serious Game, et là, à l'heure actuelle, beaucoup de Serious Games sont lancés. À l'occasion des célébrations autour de François Ier, le Centre des Monuments Nationaux a lancé un Serious Game sur tablette qui s'appelle Salamandre, pour vraiment vivre les différentes étapes importantes de la vie de François Ier. Il y en a beaucoup d'autres qui vont sortir pour les autres musées nationaux. Et après, d'autres tendances qui vont être très utiles à la médiation, c'est que les musées vont aussi passer au big data. On s'équipe tous en Wi-Fi et on va justement, grâce à ça, récupérer des datas. N'ayez pas peur, ce sera juste pour calculer les flux, nous aider à positionner nos outils, à transmettre du contenu au bon moment. Mais donc, ce sont les fortes tendances technologiques autour de la médiation numérique dans les musées. Et je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Poirson. Vous êtes professeur de l'Université Paris 8, directeur du département théâtre et de l'équipe de recherche politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création. Rien que ça. Vous êtes à l'aise avec le théâtre du 18e, autant que à la tête de missions dans de prestigieuses institutions comme la Comédie Française, vous intervenez régulièrement, et la BNF. Je vous laisse donc la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, le théâtre du 18e mène à tout, notamment ici. Alors je suis très content d'être là aujourd'hui parmi vous, puisque ce qui se passe ici à la Société Générale avec la Fondation d'Art est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment autour de la question des croisements entre politique publique de la culture, investisseurs privés et également donc possibilités nouvelles développées par le numérique, comme notre collègue vient de nous le montrer très bien. Alors moi je suis là ce soir pour émettre un certain nombre d'hypothèses avec vous et énoncer des paradoxes qui pourraient, si on avait le temps, mais j'ai appris qu'on aurait très peu de temps pour la discussion, qui pourraient offrir matière à débat. D'abord parce que cette révolution numérique, elle est donnée pour quelque chose d'acquis et elle est rarement interrogée en tant que telle. On pourrait commencer en se disant que finalement, cette révolution numérique, elle a permis un débat entre des institutions qui, dans la tradition de l'histoire de l'art, même avant le XVIIIe siècle, dont on parlait à l'instant, avaient pour habitude d'opposer d'un côté une politique de la culture, qui était une politique de la grandeur, fondée sur le mécénat public, et de l'autre côté, une politique qui était plutôt fondée sur la naissance d'un marché des œuvres. Et ces deux choses, en France en particulier, ont très rarement communiqué. Donc l'existence même
de l'institution qui nous accueille ce soir montre que ces choses-là sont complètement décloisonnées avec l'apparition du numérique. Pourquoi? Parce que le numérique redonne du commun à un espace artistique qui pendant très longtemps a été approprié, privatisé, semi-privatisé, instrumentalisé par un certain nombre d'outils de médiation qui n'étaient pas neutres. Donc on pourrait se dire que la révolution numérique est pour la première fois le moyen d'avoir un rapport à l'art et aux artistes et à la création artistique qui est désintermédié, qui se passe de ces grands intermédiaires encombrants qui étaient d'un côté l'État et de l'autre côté le marché. Mais en même temps, cette désintermédiation, cet accès direct, ou supposé tel, à l'art et aux artistes, il pose aussi toute une série de problèmes. Le premier problème, c'est qu'à travers la révolution numérique se joue aussi une mutation profonde de civilisation. En particulier, pour moi, on est dans quelque chose qui est d'une ampleur aussi fondamentale que l'invention de l'imprimerie il y a quelques siècles. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la deuxième mutation anthropologique majeure, où peu à peu on passe de l'accès aux œuvres réservé à une petite minorité à potentiellement un accès aux œuvres illimité. Sauf que cet accès aux œuvres illimitées, il passe par des moyens de médiation, par des outils techniques qui, quel que soit l'optimisme qu'on peut avoir et qu'il faut avoir sur tout ce que vous avez très bien montré, pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est quand même la question de l'accès. La question de l'accès n'est pas du tout réglée, c'est un peu une banalité de le dire, mais révolution numérique va de pair avec fracture numérique. On a en particulier une très très forte inégalité générationnelle entre les digital natives, comme on dit aujourd'hui, ceux qui sont nés dans le bain du numérique et auxquels sont destinées notamment les expérimentations de Zygomar, qui m'ont beaucoup plu, sont d'une toute autre nature que l'accès aux œuvres pour des gens qui sont pourtant des usagers intensifs des équipements culturels, à savoir les retraités. C'est quand même eux qui forment la plus grande partie, la plus grosse cohorte des musées, et pourtant ils sont dans un rapport extrêmement étrange, voire étranger à ces nouvelles technologies. Mais en fait, cette fracture numérique, dont on peut penser qu'elle va se résorber avec le temps, se superpose à d'autres sources d'inégalités d'accès, en particulier des inégalités d'usage. On sait qu'aujourd'hui, on a un nombre croissant de gens qui arrivent effectivement sur la toile, mais qui ne sont pas préparés à la toile. Donc j'ai envie presque de renverser la problématique qui est celle de ce soir en disant la question n'est peut-être pas tant de savoir comment communiquer autour de l'art et des artistes à travers ces nouveaux outils d'une efficacité tout à fait exemplaire et qu'on ne remet pas en cause, mais plutôt comment ces informations massives peuvent arriver à être réélaborées, subjectivées par un certain nombre d'usagers qui vont avoir donc un accès aux œuvres directes, sans intermédiaire, mais également donc sans formation, sans préparation, sans acclimatation, sans accompagnement artistique, comme on dit dans nos universités, etc. etc. Donc ça, c'est quand même un énorme problème, c'est de savoir comment on va réussir à créer à l'intérieur de ces outils de désintermédiation des systèmes de filtres, en fait, qui permettent d'avoir un usage de cet accès qui soit beaucoup plus équitable au sein de la population et qui ne soit pas conditionné par un niveau de formation et de diplôme qui reste quand même très discriminant aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que le net n'a rien changé finalement. Troisième et dernier point sur cette première question, standardisation des formats. Le net, contrairement à ce qu'on dit, a tendance, pour l'instant, même si les choses sont sans doute en train de changer et qu'on prend conscience de ces questions-là, sont de magnifiques outils de formatage finalement de messages qui finissent par tous se ressembler un petit peu. On a tous fait nos petits PowerPoint pour ce soir, à peu près sur les mêmes modèles, avec les mêmes logiciels. Donc on a au moins 3 questions à se poser dans cette histoire de révolution numérique. Deuxième aspect, qui est très intéressant, la question du statut des œuvres. Là, cette fois-ci, si on se place plus simplement du point de vue de la médiation, mais de la création, on sait qu'on a des artistes du net qui se multiplient. Alors on peut être artiste par le net, c'est-à-dire voir dans le net un moyen de diffusion, et on peut être artiste du net, c'est-à-dire intégrer le net comme un élément, si vous voulez, constitutif de la démarche même du créateur. C'est déjà 2 choses assez différentes. Mais en tout état de cause, les œuvres qui sont engendrées ou véhiculées par Internet posent un problème de fond, qui est que l'art, d'une façon générale, est une pratique individuelle, c'est un mode de subjectivation, et en même temps, finalement, ce qui se joue à l'intérieur du net, c'est justement un espace collaboratif et coopératif. Donc comment est-ce qu'on fait d'une pratique individuelle un média partagé, qui me paraît aussi une question essentielle,
Et évidemment, derrière tout ça, mais on n'a pas le temps du tout en un quart d'heure de faire le tour de cette question, quel type de régulation juridique on peut donner, quel droit d'auteur sur le net, comment protéger les œuvres sans en limiter l'accès, hein, par exemple. Il y a une contradiction aujourd'hui qu'on voit très bien quand on est créateur entre la nécessité légitime de protéger le produit du travail artistique et l'impératif de partager les contenus produits à travers ce nouveau média qui, pour une grande part, mais c'est aussi en train de changer, se fait dans une large mesure hors marché. L'essentiel de ce qui s'échange sur le net s'échange gratuitement. Et pourtant, il produit de la valeur. Donc on arrive à un certain nombre de notions et de problèmes. En particulier, la révolution du net numérique a généré une mutation profonde à l'intérieur du système d'organisation économique. Un certain nombre d'économistes, de droite comme de gauche, orthodoxes comme hétérodoxes, qui est assez intéressant finalement, convergent vers l'idée qu'on serait aujourd'hui en train d'évoluer vers une quatrième phase du capitalisme, où l'essentiel de la valeur marchande, l'essentiel du profit, reposerait non plus sur des systèmes d'échange, non plus sur de la spéculation boursière ou financière, mais sur la captation des ressources produites par l'innovation, la création, l'invention. Donc ce capitalisme cognitif, c'est-à-dire qui va mettre en exploitation les ressources produites par l'intelligence. Et dans l'intelligence, il n'y a pas simplement l'intellect, c'est ce qui est produit dans le cerveau, c'est aussi bien des idées rationnelles que des affects, que des émotions, en particulier artistiques, mais pas seulement, que des effets de différentes natures, que des stimulations somatiques. Il y a toutes sortes de choses qui traversent votre cognitif. Deuxième chose, qui est donc finalement liée à l'impact du numérique sur les modèles de valorisation économique, ce qu'on appelle de plus en plus en France, avec à peu près 20 ans de retard sur l'Allemagne et les États-Unis, l'économie de l'attention. Fondée sur l'idée très intuitive, dont on fait tous les jours l'expérience, et même je dirais presque à chaque instant, l'idée selon laquelle ce qui est rare aujourd'hui, l'économie c'est la gestion de la rareté, la gestion des ressources rares, ce qui est absolument rare aujourd'hui, paradoxalement, c'est le temps de cerveau humain disponible. C'est votre capacité de concentration sur, par exemple, ce que je suis en train de dire, de préférence à ce qui est en train de sonner, de vibrer dans vos poches, ou de se présenter sur vos écrans, quoique là, il n'y a pas beaucoup d'écrans, ou, enfin voilà, des stimulations multiples qui, par exemple, pour un pédagogue dans une salle de classe, dans un amphi, vous faites l'expérience en permanence de la concurrence entre ce que vous êtes en train de dire et d'autres systèmes informationnels qui viennent parasiter ou enrichir votre discours. Il ne faut pas le voir simplement comme des choses qui sont en concurrence les unes par rapport aux autres, mais qui peuvent au contraire s'agréger les unes aux autres. Mais en tout état de cause, tout ça, ça épuise vos capacités attentionnelles. Donc un des enjeux du numérique et un des nouveaux paradoxes du numérique, c'est que tout à coup on a accès à une foule de données. Le nombre de données produites sur le net chaque jour ne cesse d'augmenter d'une façon absolument exponentielle. Et pourtant, la capacité d'assimilation du cerveau humain est globalement stable depuis au moins le XVIIIe siècle, sur lequel on a commencé. Le cerveau s'adapte, il y a notamment des nouvelles formes d'attention flottante, des nouveaux modes de sélection de l'information à l'intérieur d'un magma informationnel produit par le net, mais globalement, notre capacité d'attention est stable face à un environnement, un écosystème numérique qui, lui, ne cesse d'augmenter ses capacités de stockage, de mise à disposition ces ressources attentionnelles. Donc de nouveau, on a une richesse incommensurable, en fait, qu'on ne peut plus mesurer depuis bien longtemps, depuis quelques années en tout cas, et dont l'impact, par contre, sur notre cerveau, sur notre capacité réelle d'assimilation, est constant, voire en déclin, diront certains, dont je ne partage pas les vues, selon lesquelles les capacités d'attention des jeunes seraient inférieures. En fait, c'est le contraire. On est de plus en plus confronté à une situation d'adaptation permanente à un univers informationnel totalement saturé. Donc l'économie attentionnelle, c'est une tentative aujourd'hui pour essayer de comprendre ces logiques-là, et ça repositionne évidemment le débat du jour, puisque la question de l'artiste est au centre de cette équation. L'artiste est confronté à une situation inédite où à la fois, je fais un peu de transition avec ce qui va être dit dans la troisième intervention, a une visibilité sans précédent, le mot a été prononcé tout à l'heure, on offre par la médiation muséographique par exemple des espaces de visibilité inédits. On peut aujourd'hui en tant qu'artiste soi-même et sans intermédiaire entrer en interaction avec des consommateurs potentiels, enfin des publics potentiels,
Et en même temps, donc, cette visibilité permanente de chacun crée aussi une forme d'invisibilité, hein, puisque vous ne pouvez pas suivre l'ensemble des expériences artistiques qui vous sont proposées sur le net. Donc il y a une sorte de rivalité, de compétition, de concurrence sur les stratégies de captation de la visibilité à l'intérieur de la population artistique, qui est en train de très profondément à la fois enrichir et diviser les professions artistiques, les métiers artistiques qui sont en permanence confrontés à cette nécessité de se positionner de façon tactique sur le marché de l'information, avec différentes stratégies, la plus connue étant celle du scandale. Il n'y a jamais de meilleur moyen de médiation que de faire scandale, parce qu'à ce moment-là, l'effet de réputation travaille tout seul, on n'a même plus besoin de s'en occuper, et moins on en dit, plus le phénomène s'entretient. Donc on voit qu'évidemment, il y a des formes d'opportunisme dans la création artistique, donc la création artistique, elle est en fait profondément transformée par l'usage de ces nouvelles technologies. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est finalement de voir que les anciennes dichotomies entre production artistique, diffusion, exploitation des œuvres n'ont plus vraiment lieu d'être. Dans le net, tout est mêlé finalement. On est dans le geste artistique lui-même est constitutif des moyens par lesquels il va être communiqué, médiatisé. Et en même temps, donc, on a, à travers cette opportunité, des difficultés absolument inédites en fait, pour arriver finalement à focaliser l'attention, à développer de puissants systèmes de captation attentionnelle, tout en essayant de veiller à ne pas être soi-même capturé, à ce que la valeur de la production artistique de notre travail ne soit pas elle-même captée par d'autres à l'intérieur de ce système, qui est un système pour l'instant, et je pense que ça ne va pas durer, et beaucoup de gouvernements dans le monde travaillent là-dessus, mais de façon un peu isolée, de systèmes finalement de protection des œuvres et des artistes qui permettent à la fois de garder cet extrême pouvoir d'initiative qui est généré par le net, en même temps que, tout en évitant finalement les logiques de prédation, de captation de valeurs artistiques. Donc, Internet est-il un outil d'aliénation ou de libération de l'artiste? C'est toute la question avec laquelle on pourra travailler ensemble tout à l'heure, si on a le temps. Merci pour votre attention. On va terminer avec vous, Monsieur Kreis. Donc, vous êtes cinéaste, filmmaker ou plutôt vidéaste, donc indépendant, pionnier du libre. Vous avez fondé une chaîne de télévision disponible sur le câble et en accès ouvert sur Internet, donc, qui s'appelle Souvenir from Earth. Vos œuvres ont par ailleurs, je le mentionne, été montrées dans de grandes collections et font partie de grandes collections telles que celle de la Deutsche Bank et de la Fondation nationale d'art contemporain. Donc on vous écoute pour une durée de 15 minutes ou un peu plus, si vous souhaitez. Bon, merci de m'avoir invité. Je présente brièvement la chaîne. Elle est sur toutes les box en France. Donc vous avez la Livebox, la Freebox, SFR, etc. Vous l'avez la chaîne. Il y a différents canaux. Donc j'ai des flyers pour vous si vous voulez par la suite. Mais par exemple sur la Livebox c'est 167. Donc il faut faire 3 chiffres. C'est pas toujours évident. Et après, vous avez un flux continu d'images d'artistes, notamment l'art vidéo, mais pas seulement. Il y a la danse, il y a des photos, il y a des performances, il y a des petites nouvelles sur l'art contemporain. Donc l'idée, c'est quelqu'un qui regarde la chaîne toute la journée, il commence après quelques semaines à vraiment être insider du système de l'art sans avoir vraiment cherché à aller au Centre Pompidou ou dans les musées. Donc notre système, il est... Là, je peux presque continuer le discours d'avant. On a conquéri un terrain que j'appelle l'attention partagée. Ça veut dire notre chaîne, elle n'est pas comme les autres chaînes qui vous parlent, qui captent votre concentration, qu'il faut absolument suivre. Le son est optionnel, donc elle peut vraiment fonctionner comme une peinture sur le mur. Donc on peut la mettre le matin jusqu'au soir et avoir quelque chose au mur. Ça fonctionne comme une peinture, ça vous capte pas 100%. Mais on peut commencer à vivre avec, donc c'est un peu comme une vibration. Et c'est ce qu'on a trouvé, et c'est ce qui fait l'essentiel de la chaîne, ça veut dire on a répondu à la question centrale, comment faire entrer la culture dans la vie de tous les jours, dans la vie des gens qui se doutent même pas qu'ils ont peut-être envie d'un input culturel,
des personnes qui n'ont pas été confrontées par exemple à l'art contemporain par leur famille ou leurs amis. Parce qu'on est sur les box et à un moment donné, en zappant, surtout bien sûr les jeunes, qui sont beaucoup plus grands zappeurs que les personnes plus âgées, mais ils nous trouvent comme ça et ils nous gardent parce qu'ils trouvent qu'effectivement c'est super pour faire des fêtes, j'ai un dîner, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la musique et je mets cette chaîne bizarre qui tous les 7 minutes diffuse un artiste, n'importe quoi, mais à la fin on a quand même un input, un peu parler de ça et ça, lentement, ça fait partie de la vie des gens. Donc on a répondu à une question essentielle, comment rentrer la culture dans la vie du plus grand nombre, parce que finalement l'art contemporain d'aujourd'hui encore, c'est très élitiste, il faut savoir certaines choses pour apprécier certaines œuvres, il faut surtout se déplacer normalement, parce que c'est toujours en grande partie basé sur l'existence matérielle, mais il y a une partie de l'art contemporain qui est digitale, notamment les vidéos d'artistes, et c'est là on a essayé de construire une plateforme différente et de trouver un modèle de diffusion différent pour au moins cette partie de l'art contemporain. Je vais partir très loin parce qu'il faut expliquer un peu d'où ça vient tout ça, donc ça a à voir avec moi. Donc la chaîne est née dans ma tête, et je suis d'origine, je fais deux formations, cinéma et art contemporain. Ça c'est un peu les travaux, des peintures que j'ai fait il y a 15 ans. J'ai fait, c'est bizarrement cadeau. Bon, j'ai fait donc des peintures, j'ai fait aussi là l'espace public, ça c'est un des restaurants pour 2 personnes à Nantes, qui a duré 10 jours dans un Algeco en verre. Ça c'est très mal rendu. Ça c'est une peinture sur un fond de mur à Turin, donc on voit l'intérieur de la maison à l'extérieur, donc c'est toujours c'est toujours sur ces murs, on peut le retrouver sur Google Street View. J'ai fait des voitures, c'est la Marcel Proust Racing Team, donc ça ressemble à une voiture de course, mais en fait, quand on regarde bien, c'est le début de la recherche du temps perdu. Elle était exposée au Palais Tokyo, donc vous voyez, ça commence avec longtemps, je me suis couché de bonne heure, parfois à peine ma bougie éteinte, j'avais à peine le temps de me dire je m'endors. Et chaque mot a son logo automobile. Après ça, c'est pour ça que le cercle est là, donc je reprends les codes de la culture populaire de la rue, et là par exemple j'ai volé un sac Lidl, enfin le design, et j'ai refait le même sac mais en cuir, donc je fais une version luxe dans un sac en plastique qui coûte normalement 20 cents, c'est un faux. Et finalement pour arriver avec un discours donc d'espace public, de culture populaire, et finalement formation cinéma et peinture, donc enfin art contemporain, c'était assez logique d'arriver à quelque chose qui diffuse tout ça, mais dans un espace public qui est pour moi un peu la télévision, et on arrive à la création d'une chaîne de télévision. Et là c'est notre showroom entre guillemets, donc on est présent depuis 2009 je crois au bar du Palais Tokyo. Maintenant sur la chaîne, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, ce qu'on est, c'est le plus grand musée d'art digital au monde. On a depuis 2000 que cette entreprise a vu le jour. On a collectionné de l'art vidéo, toujours avec cette idée de créer un jour une chaîne de télévision. Le projet, même l'idée de diffuser sur un écran plat une chaîne d'art, complètement d'art, pas sur l'art, mais étant art, date de 95, on n'avait même pas encore de DVD et surtout pas des écrans plats, tout était analogique, c'était pas possible, mais ça vient de loin. 2001, j'ai créé l'entreprise, mais il n'y avait toujours pas vraiment la culture digitale nécessaire pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais par contre, on était fin prêt en 2006 quand les ondes, donc la diffusion par câble, c'était mis au digital, à libérer en espace, donc analogue, normalement analogue et digital, on met 3-4 chaînes digitales sur là où il y avait une avant analogue. Donc à un moment donné, il y a une fenêtre qui s'est ouverte techniquement pour s'engouffrer avec une chaîne qui très clairement était niche, et ça ne s'adressait pas à un grand public, donc n'était pas du tout dans les codes normaux de la télévision, mais il y avait la place. Et en 2006, on a pu, pour la première fois, créer une chaîne complètement bizarre, outsider, en Allemagne, et quelques années plus tard, ça a commencé en France. Donc finalement, c'est pas Internet, c'est la télévision classique dans la mesure où c'est une diffusion linéaire de contenu.
Mais en même temps, on vient bien sûr d'Internet, on est de la génération Internet, parce que déjà, pour sourcer tous les artistes, normalement, c'est Internet qui nous sert. Et toute la culture, l'entreprise, etc., c'est basé là-dessus. Donc en 2009, on est arrivé en France, et en France, on a une situation très particulière que les Français ne savent pas toujours. La diffusion par box ADSL, qui est maintenant la règle en France, c'est unique au monde. Et ça, spécialement, donne une petite chaîne comme la nôtre une possibilité d'exister. Par exemple, en Allemagne, on est sur le câble et c'est très différent parce que c'est limité techniquement. ADSL n'est pas limité. Ils ont 400 chaînes des fois. Et donc déjà techniquement, la France était le pays d'accueil de choix parce que Free a commencé, mais après les autres ont pu suivre. Et puisqu'on n'avait jamais du budget énorme de marketing, finalement, notre 1,5 million de spectateurs qu'on a par mois, on les a eus surtout par des gens qui sont tombés sur la chaîne, qui parlent autour d'eux, etc. Avec le temps, cette chaîne a pu s'installer, ça a pu s'établir en France. Au début, tout le monde m'a dit, vous n'allez jamais trouver assez de monde parce que 24 heures sur 24, ça peut être long. Et en fait, il y a tellement de matériel parce que finalement, un film, si c'est une œuvre d'art, même s'il a 5 ans, il est toujours d'actualité. Donc, et juste avec l'exploitation des archives, on pourrait faire toute la chaîne. Bien sûr, c'est pas très intéressant parce on aime aussi intégrer des nouveautés, mais il y a énormément de matériel d'art digital dans le monde, sauf pour le voir, et c'est impossible. Même si on se met sur Internet, où au moins la moitié du contenu se trouve, personne ne va avoir le temps. Donc, notre chaîne finalement historique, c'est la première vérité historique de cette chaîne, elle a dû exister parce que la richesse telle demande d'être rendue visible, et la chaîne finalement elle fait surtout ça. Et aujourd'hui on a donc on existe en France, on existe en Autriche, en Allemagne, et la chaîne par contre a vraiment une destinée internationale. Aujourd'hui on a un projet de développer la chaîne, surtout bien sûr au marché américain, mais un peu partout. On a déjà été pas mal en Asie, parce qu'à la fin, dans ma vision, la chaîne peut devenir quelque chose comme une plateforme d'échange pour tout artiste digital et les amateurs intéressés du monde entier. Parce que le digital, la promesse du digital, c'est une disponibilité globale. La chaîne a cette particularité de ne pas vraiment parler, on n'utilise pas la parole. Donc c'est un échange universel par le langage universel de l'image. Et ça peut donc vraiment rapprocher les cultures et les gens. Et par exemple, on commence avec les écoles d'art qui sont les premiers intéressés de se interconnecter, de s'inspirer, de s'inspirer mutuellement. Donc ça, c'est un peu la vision pour demain pour la chaîne. Et voilà, il y a plein de trucs encore à faire. Donc on est qu'au début du développement de ce grand challenge.